Qu'avons-nous là, inspecteur? Encore un massacre, ça devait être un bon jeu, bien équilibré, avec une histoire intéressante, mais... Je vois, ils en ont fait un open world. Oui. Salut à tous, c'est Noanios et aujourd'hui on va essayer d'en apprendre un peu plus sur les open world et réaliser une petite étude pour savoir ce qui a fait exploser le genre. Mais avant de pouvoir en parler proprement, il va falloir les définir. Et pour ça, il va nous falloir remonter un peu dans le temps. Et oui, les open world, c'est pas tout neuf. Avant Skyrim, il y avait Jak and Daxter. Avant Jak and Daxter, il y avait le premier Zelda. Mais il y avait des open world encore avant. Alors, quel était le premier open world? Peut-on déjà considérer un jeu 2D comme un open world? Normalement, ici, je me fierais à une définition dans le dictionnaire. Malheureusement, l'Académie française préférant rajouter des mots comme s'ambiancer, ça me fait mal aux yeux rien que de pas le voir souligné en rouge dans le bord. Dans le dictionnaire, j'ai dû me rabattre sur Wikipédia, encyclopédie qui, à défaut d'être officielle, contient la définition que nous recherchons. Monde ouvert. Dans le domaine du jeu vidéo, un monde ouvert, ou monde libre ou encore en anglais open world, est un concept de level design dans lequel le joueur a la possibilité de parcourir librement un monde virtuel en ayant moyen d'agir sur plusieurs facteurs, tels des objets ou autres éléments de décor. Blablabla, le terme monde ouvert décrit l'environnement du jeu en lui-même et fait allusion à l'absence de barrières artificielles, tels les murs invisibles ou bien les écrans de chargement qui figurent généralement dans du level design linéaire. Voilà qui est intéressant. Bien que cette définition ne soit pas parfaite, elle permet de se donner une petite idée de la chose. Pas parfaite? Oui, dans le sens où elle n'est pas très claire ni précise. Ce qui peut se comprendre vu la difficulté à définir le terme. En effet, il existe des open world avec des temps de chargement. Je parlais de Skyrim tout à l'heure, et je pense que c'en est un bon exemple. Pareil pour les murs invisibles. World of Warcraft en contenait beaucoup à ses débuts et en contient toujours quelques-uns. Et pourtant, je pense qu'on peut largement le définir comme open world. Donc, si on remonte avant la troisième génération de consoles, la génération qui incluait NES, PC Engine et Master System, et qu'on rejoint donc la seconde génération de consoles, on trouvait déjà des open world. Un en particulier, Adventure. Cependant, je ne sais pas si on peut considérer les autres comme des open world. E.T. par exemple, correspond à la définition Wikipédia, mais me paraît un peu léger pour l'intégrer dans cette catégorie. Donc nous allons partir du postulat qu'Adventure était le premier open world et prendre sa date de sortie, 1980, comme la date de naissance des open world. J'exclus ici les aventures textuelles, sinon on aura encore moyen de remonter un peu plus loin. Bon, maintenant qu'on a une définition et une date, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui est arrivé pour que subitement, une tonne d'entreprises se disent « Hey, et si on faisait des open world ?» Mais aussi, quels sont les avantages, les défauts et les risques quand on fait un open world. Donc pour ça j'ai utilisé Google Trends afin de pouvoir évaluer approximativement les recherches des termes open world et monde ouvert au fil du temps. Malheureusement, Google Trends ne peut remonter qu'en 2004, ce qui peut se comprendre vu qu'avant 2006, cet outil n'existait même pas. J'entre donc mes deux termes et obtiens ceci. Alors attention, je mélange ici une recherche de terme et une recherche de sujet. La différence entre les deux, c'est que quand je recherche un terme, Google va chercher combien de fois il a été recherché dans sa base de données. Alors que si je recherche un sujet, Google va aussi inclure les traductions de ces termes et aussi les recherches similaires. Un exemple. Si je recherche Londres en termes, il va uniquement me montrer les résultats pour cette recherche exacte. Alors que si je recherche Londres en sujet, ça va non seulement inclure le terme, mais aussi les recherches dans d'autres langues. Par exemple, London sera inclus à la recherche. Et ça inclura aussi des recherches telles que capitale du Royaume-Uni. Bref, heureusement, ici cela n'influera pas notre recherche et va au contraire nous aider afin de mieux voir l'impact des open world sur le milieu du jeu vidéo. Parce que, voyez-vous, quand j'ai entré le sujet open world, Google Trends a automatiquement ajouté des termes tels que Sandbox Games et PC Games. Nous allons donc pouvoir voir l'influence qu'a eu la mode open world sur une plus large palette de jeux vidéo. Donc si on observe nos courbes, il y a un moment où elles ont commencé à se ressembler de plus en plus. Et ce moment, c'est mai 2011. Alors, pourquoi cette date? Au début, je pensais que c'était en rapport avec un quelconque teaser de Skyrim. Mais non, ça aurait plutôt été en juin lors de l'E3. Mais alors, quel jeu a bien pu provoquer ce chamboulement? Eh bien, après quelques recherches, il semblerait que notre intéressé soit un jeu sorti le 17 mai 2011. Et ce jeu, c'est The Witcher 2. Il y a donc des chances pour que The Witcher 2 soit l'un des éléments déclencheurs qui a lancé la mode de l'open world. Mais, on n'en a pas fini. Depuis tout à l'heure, il y a un truc qui me titille dans ce graphique. Et c'est cet immense pic. Alors, qu'est-ce qui a provoqué ça? J'ai d'abord pensé à la sortie Xbox One et PS4 de GTA V, mais celle-ci n'est survenue qu'en novembre de la même année. Mais, je vais pas m'arrêter là. Juin, c'est le mois des suites. Il doit bien y avoir un gros open world qui a été annoncé à ce moment-là. Eh bien, pas qu'un seul. Deux Assassin's Creed, un Batman, The Crew,
Far Cry 4, Mirror's Edge Catalyst, Shadow of Mordor, Breath of the Wild, No Man's Sky, Tomb Raider, Xenoblade Chronicles X et GTA V dont je parlais un peu plus tôt sur console New Gen. Ça a dû faire exploser les compteurs ça. Testons les jeux un à un en les ajoutant à notre graphique Google Trends. Alors, Assassin's Creed, non. Batman Arkham Knight, pas vraiment. The Crew, ah il y a un petit quelque chose là mais je pense pas que ce soit suffisant. Far Cry 4, là il y a carrément corrélation. On continue. Shadow of Mordor, nope. Mirror's Edge, rien du tout. Zelda, oh, bof, ici les nombres sont relativement bas donc je ne pense pas qu'ils aient influencé. No Man's Sky, ah là il y a corrélation mais pas suffisamment pour vraiment influer sur nos résultats. Tomb Raider, pas vraiment ici non plus vu que les chiffres de Tomb Raider stagnent pendant cette période. Xenoblade Chronicles, nope, ici même le terme open world est plus recherché que le jeu. Et finalement GTA V, nada, niet, que quick. Donc pour résumer, ce qui aurait apparemment causé cette mode des open world serait Far Cry 4. Et en y réfléchissant bien, c'est vrai que Ubisoft a fait beaucoup de promos autour du jeu. Bien, maintenant traitons des avantages et des défauts dans la création des open world. Prenons d'abord les avantages. Un jeu en open world a en général une durée de vie bien plus conséquente d'un jeu qui ne l'est pas. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'exploration que dans un jeu classique. Ensuite, faire un open world et le dire fait de la très bonne com pour le jeu. Encore aujourd'hui, les open world ont la cote sur Steam. Aussi, il est quasi impossible de faire un open world dans lequel tout est acheté. Il y aura quasiment assurément des moyens de s'amuser, ne serait-ce qu'en explorant le monde. Les défauts, quant à eux, sont plus nombreux. Faire un open world, ça demande beaucoup de ressources, ne serait-ce que pour la création de la carte. Et même si celle-ci est générée aléatoirement, il faut trouver les bons algorithmes qui permettront de rendre la carte efficace et cohérente. Il n'y a qu'à voir la première vidéo de Minecraft, Cave Game à l'époque, pour se rendre compte de la chose. Ensuite, modifier un open world peut être un vrai casse-tête. Une simple variation de la variable du vent et paf, vous envoyez tous les objets valdingués à travers la map. Ainsi, ce genre de changements doivent être millimétrés et testés pendant des jours afin d'être sûr qu'ils ne cassent pas le jeu. Puis, si la carte du jeu n'est pas générée aléatoirement, alors le jeu sera de plus en plus gros en fonction de sa taille. Alors attention, selon le type de carte que vous faites, cela influera plus ou moins sur le poids du jeu. Mais en général, une carte plus grande veut dire un jeu plus gros. Dans le même registre, plus la carte est grande, plus il va falloir de ressources pour faire tourner le jeu. À moins que vous utilisiez certains algorithmes pour alléger la charge de travail de la machine qui fera tourner le jeu. Un peu comme dans Horizon Zero Dawn, où seul ce que vous regardez ou ce qui est proche de vous est actuellement chargé. Je pense que vous l'aurez compris, créer un open world, c'est compliqué. Ça demande une dose considérable de travail et de technique. Cependant, ce n'est pas le cas de tous les open world. Certains utilisent des techniques simples. Je parlais de l'adventure tout à l'heure. Et bien, il est aujourd'hui extrêmement simple de reproduire un tel jeu sur Game Maker ou RPG Maker. Et même en 3D, si votre jeu est typé rétro, les gens ne vous en voudront pas s'il y a des gros pixels qui tâchent à l'écran. Cela fera juste partie de l'ambiance du jeu. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je tiens à préciser avant de vous quitter qu'il ne faut pas prendre tout ce que je dis pour des faits. J'ai fait ma petite enquête et je suis arrivé à ces résultats. Après, il est tout à fait possible que je me sois trompé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part. Cet épisode était plus ou moins un test, en tant que format, mais aussi un test pour moi-même afin de voir jusqu'où je pouvais aller en recherchant sur un sujet précis. Bon, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner et à sonner le tocsin pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, salut! Les pirates approchent. Protégez vos villageois en sonnant le tocsin.